Jessica Serra, bonjour. Votre dernier livre s'appelle La bête en nous, aux éditions Human Science. Vous faites beaucoup de parallèles entre les animaux et les humains. Et notamment, vous parlez de l'amour avec un grand A, qui, une fois de plus, n'est pas l'apanage des humains. Oui, alors j'ai aimé justement utiliser ce terme amour parce que en tant qu'éthologue, la première règle qu'on nous apprend, c'est de ne pas tomber dans l'anthropomorphisme. Et j'adhère complètement à cette règle, hein. L'idée, c'est vraiment de, encore une fois, quand on se projette dans la tête d'un animal, de déconstruire ce qu'on nous a appris et de reconstruire, à l'aide des dernières découvertes scientifiques, la représentation que se fait l'animal du monde. Mais pour autant, la deuxième tendance que nous avons en tant qu'être humain, c'est l'anthropocentrisme. Et c'est de se dire que finalement, on aurait plein de spécificités, nous autres, en tant qu'êtres humains, qu'on ne partagerait pas avec l'animal. Toujours positive, hein. C'est toujours exactement, des spécificités. Dans le sens Parce que tout ce qui est violence, y a pas de quoi, on partage avec bonheur, oui. Tout à fait. Et donc, on a des termes comme ça, parce que cet anthropocentrisme, il va aussi s'attaquer aux termes qu'on garde comme dernier bastion de l'humanité. Et l'amour, c'est quelque chose qui nous fait vibrer en tant qu'être humain. Et finalement, on voulait garder ce terme, encore une fois, très spécifique à l'homme pour finalement se dire que cette émotion-là, ce sentiment-là, il ne serait que propre à notre espèce. Et moi, j'ai voulu discuter de ça parce que je pense que c'est important de faire bouger les lignes aussi sur les termes qu'on emploie. Et que finalement, l'attachement, le lien, parce qu'aujourd'hui on parle encore d'attachement, beaucoup d'attachement pour les animaux et pas d'amour, mais le lien d'attachement qui peut unir un mâle et une femelle qui sont par exemple monogames, puisqu'il y a quand même pas mal d'espèces monogames dans le règne animal, à mon sens peut être aussi fort que celui qui unit deux partenaires amoureux chez l'homme, parce qu'il y a des individus qui sont réellement déprimés quand le partenaire amoureux disparaît. Vous donnez l'exemple de poissons quand on les sépare. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que les poissons, là encore, pâtissent d'une image finalement d'êtres qui seraient peu équipés d'un point de vue cognitif, peu équipés d'un point de vue émotionnel. Et là, progressivement encore, de nouvelles découvertes nous indiquent que non, eux aussi sont capables d'émotions, eux aussi sont capables de réaliser certaines prouesses cognitives. Et donc, je parle de ces petits poissons zébrés qui sont monogames, justement. Et donc, on a une expérience qui a été menée par des chercheurs français, qui est absolument génial, et qui, alors les journalistes parlent de chagrin d'amour, et j'utilise ce terme aussi parce que lorsqu'on prélève le partenaire amoureux mâle auprès de la femelle qui l'a choisi, enfin ils se sont probablement mutuellement choisis, et bien cette femelle va voir la vie en noir. Donc c'est ce qu'on appelle le test du biais négatif, qui a été réalisé sur ces animaux-là. Donc c'est un test qui finalement permet justement de voir si l'animal est plutôt optimiste ou plutôt pessimiste. Et ce qui est intéressant, c'est que même lorsqu'on substitue le mâle initial par un autre beau mâle, eh bien la femelle ne s'en remet toujours pas. Et j'ai trouvé ça vraiment très fort de citer cette expérience parce que justement elle touche encore une fois à une espèce qu'on considère mâle. Alors les lignes sont en train de bouger tout doucement, mais on continue à faire cette grande distinction entre les poissons et les mammifères, qui se justifie sur probablement un certain nombre de critères, mais il faut redonner un petit peu des titres de noblesse aux poissons parce qu'ils sont loin d'être des organismes préprogrammés tels qu'on les imaginait. Oui, on découvre des tas de choses, en effet, passionnantes sur les poissons. Alors, il y a l'amour, il y a la sexualité aussi. Bon, là, on bouge beaucoup. Il y a eu pas mal d'études là-dessus, notamment sur l'homosexualité, le plaisir sexuel chez les animaux. Mais j'avoue que je ne savais pas qu'il y avait des fellations chez les chauves-souris et de la masturbation chez les porcs-épics. Oui, alors ça, j'avoue que j'ai vraiment souhaité on en parler apprend tous les jours de ce chapitre-là. D'abord parce que ça permet aussi de déconstruire un certain nombre de tabous qu'on a encore dans nos sociétés humaines. Il y a des choses dont on n'ose pas parler, c'est complètement tabou. Alors il y a des choses, la parole se libère quand même progressivement, mais la masturbation est considérée aujourd'hui comme un péché solitaire et on n'ose pas ni en parler à nos enfants, ni en parler entre nous. Or, la masturbation, elle est assez universelle quand on regarde les mammifères, et je dirais qu'il redouble d'imagination parce que
On imagine qu'il faut avoir recours à des bras, des mains, etc. Mais les chevaux, les porcs-épics, beaucoup d'espèces y recourent et plutôt souvent d'ailleurs, plutôt fréquemment. Ils n'ont pas de sextoys. Alors parfois ils utilisent, parce que je cite le cas d'un dauphin femelle qui avait été suivi par un cétologue et qui indiquait que cette femelle en fait se servait de bouées. Vous savez, qui sont présentes au niveau des porcs comme sextoy, donc l'imagination des animaux est débordante, surtout quand il s'agit de sexualité, je crois. C'est bien, c'est ça.